quelques minutes après la finalisation de mon divorce, mon ex-belle-sœur m'a exigé de lui virer 85 000 € pour sa voiture, je vais chercher le véhicule maintenant. As-tu fait le virement? J'ai répondu, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il y a des départs aussi légers qu'une plume. Mais il y a aussi des adieux qui pèsent sur vous comme si votre cœur portait des pierres. Non pas parce qu'il y a encore de l'amour, mais à cause du deuil des années de votre jeunesse qui ont été impitoyablement piétinées. On dit souvent que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais pour moi, les lourdes portes en chaîne du tribunal de grande instance de Paris qui venaient de se refermer derrière moi ne m'ont pas seulement séparé d'un homme. Elles ont coupé un cordon ombilical toxique avec toute une famille qui considérait l'argent comme sa seule raison d'être. Au moment où je suis sorti, le ciel de Paris était d'un gris plomb lugubre. Pourtant, au fond de moi, j'ai ressenti l'étrange et brillante lueur d'un rayon de soleil. J'ai descendu les marches glacées en béton du tribunal. Le claquement sec et sonore de mes talons sur le trottoir résonnait d'un rythme sec et désolé au milieu du chaos de l'heure de pointe au centre-ville. Dans ma main, le jugement de divorce définitif était encore chaud de l'imprimante, la signature du juge apposant la fin définitive à 10 longues années de mariage. Le vent glacial soufflant de la capitale s'est glissé dans le col de mon manteau de laine, ébouriffant mes cheveux, déjà parsemés de quelques mèches grises prématurées. J'ai remonté mon col, essayant de cacher un frisson qui ne venait pas de la température glaciale, mais d'un sentiment accablant de vide. 10 ans, une décennie entière de sacrifices, de compromis et de patience infinie, tout cela finalement réduit à quelques feuilles de papier légal sans âme. Thaddée s'était éclipsé par la sortie de derrière. Il était toujours comme ça, évasif et lâche, jusqu'à la fin amère. Il était terrifié de croiser mon regard, craignant d'y voir un soulagement profond et inattendu sur le visage de son épouse autrefois dévouée. J'ai laissé échapper un sourire amer. À présent, il devait sûrement se précipiter vers la banlieue chic, où sa mère et sa précieuse petite sœur l'attendaient pour faire éclater le champagne et célébrer le fait d'être débarrassés de l'épine dans leurs pieds, tout en se félicitant d'avoir gardé un semblant de leur fausse dignité. Je me suis arrêté sur la dernière marche, prenant une profonde inspiration. L'air urbain sentait les gaz d'échappement et l'asphalte humide. Mais pour moi, à ce moment précis, c'était l'odeur enivrante de la liberté. C'était une liberté luxueuse que j'avais payée pendant 10 années agonisantes avec des larmes, des nuits blanches et l'équilibrage de grands livres comptables jusqu'à en avoir les yeux croisés. Avant que cette paix retrouvée ne puisse pleinement s'installer dans ma poitrine, mon téléphone a vibré violemment dans mon sac à main de créateur. La sonnerie stridente par défaut a déchiré mon fragile fil de pensée. Fronçant les sourcils, j'ai fouillé dans mon sac et sorti l'appareil. L'écran s'est allumé, affichant un seul nom. Cassian. Une décharge électrique a parcouru ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de l'anticipation. C'était le réflexe conditionné d'un animal longtemps domestiqué. Au cours des 10 dernières années, chaque fois que ce nom apparaissait sur mon écran, j'avais le ventre noué. Cassian n'appelait jamais pour demander comment allait ma journée ou pour m'inviter à prendre un café. Ses appels étaient exclusivement des ordres et des exigences, culminant toujours par le son d'une notification d'application bancaire confirmant un virement. « Allô » ai-je répondu, ma voix rauque, complètement dépouillée de ma chaleur habituelle et accommodante. Il n'y avait même pas de salutation de base à l'autre bout du fil. La voix stridente et éraillée de Cassian a percé le bruit de fond des klaxons de la ville. Derrière elle, j'entendais de la musique pop forte, des rires odieux et le tintement de coupes de champagne. « Lysandre, pourquoi diable mets-tu autant de temps à décrocher le téléphone? Tu es toujours silente. » Son ton était exactement le même que toujours, acide, dégoulinant d'une supériorité non méritée, comme si j'étais toujours la belle-sœur soumise frottant les casseroles dans la cuisine de sa mère. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté en silence. Mon silence a semblé l'exaspérer encore plus. « Allô, tu es sourde? Je suis à la concession Mercedes-Benz des Champs-Élysées. La voiture est prête. Une GL 450 blanc diamant. Elle est absolument magnifique. Toute l'équipe de vente fait sauter les bouchons pour célébrer avec moi. Vire les 85 000 € restants au numéro de routage de la concession tout de suite. Dépêche-toi. Je dois signer les papiers d'immatriculation. Mes copines m'attendent au club exclusif parisien pour mon brunch d'anniversaire. J'entendais clairement la voix suave d'un vendeur en arrière-plan, « Félicitations, mademoiselle Cassian. C'est le plus beau véhicule du lot aujourd'hui. » Cassian a laissé échapper un rire prétentieux et a hurlé dans le combiné,
tu as entendu ça? Bouge-toi le cul. Je t'ai envoyé les instructions de virement hier. Ne me fais pas te demander une troisième fois. Si maman découvre que tu traînes les pieds et te crie dessus, ne viens pas pleurer chez moi. 85 000 €, un chiffre qui roulait sur les lèvres brillantes et surlignées de ma belle-sœur, comme si c'était de la petite monnaie. Elle parlait de 85 000 € comme si c'était quelques euros pour acheter des avocats à la grande épicerie de Paris. Et en fait, si c'était pour des courses, elle et sa mère auraient sans doute découpé des coupons et se seraient plaintes au gérant d'une pomme abîmée pour économiser 50 centimes. Mais pour les luxes superficiels qu'elles utilisaient pour masquer leurs insécurités, elles ne lésinaient pas sur les dépenses tant que l'argent n'avait pas été gagné par leur propre sueur. Je suis resté paralysé devant le tribunal. Le vent glacial emmêlait mes cheveux, mais mes paumes transpiraient. Une sensation tragicomique montait dans ma gorge. Ils ne le savaient pas encore. Soit Thaddée n'avait pas eu le courage de leur dire, soit ils étaient si confiants dans mon statut de paillasson qu'ils n'avaient même pas pris la peine de demander où j'étais ou ce que je faisais ce mardi matin précis. À leurs yeux, je serais toujours le distributeur automatique sans fin, la femme de ménage avec un diplôme d'expert comptable, l'idiote qui ne savait que baisser la tête, dire oui, bien sûr, et ouvrir son chéquier pour financer leur délire de grandeur. Où es-tu? Tu as un mauvais service? Le cri irrité de Cassiane m'a ramené à la réalité. Vire l'argent. Je suis littéralement sur le point de passer en direct sur Instagram. Ne m'humilie pas devant mes abonnés. J'ai regardé le jugement de divorce dans ma main gauche, puis le smartphone dans ma droite. Deux objets, deux univers entièrement différents. D'un côté, une finale douloureuse mais incroyablement libératrice. De l'autre, la lourde chaîne de fer qu'il croyait encore solidement attachée à mon cou. Soudain, toute la peur, tout le besoin désespéré de validation que j'avais nourri pendant 10 ans a éclaté comme une bulle de savon bon marché. J'ai ressenti une profonde pitié pour Cassiane. Pitié pour son arrogance étourdissante et creuse. J'ai pris une profonde inspiration, laissant l'air glacial de Paris remplir mes poumons, éteignant l'enfer de rage qui menaçait de me consumer. Je devais dire quelque chose. Quelque chose que je mourais d'envie de dire depuis très, très longtemps. J'ai rapproché le téléphone de ma bouche et ma voix est sortie calme, froide et précise comme un scalpel de chirurgien. Que tu achètes une voiture ou un jet privé, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Un silence de mort est tombé sur la ligne. La musique de club pulsante en arrière-plan a semblé se couper instantanément. Le silence a duré environ 3 secondes, juste assez longtemps pour que j'entende le halètement aigu et hyperventilé de Cassiane, de pur choc. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-elle balbutié, sa voix se transformant en un couinement d'incrédulité. Tu es folle? Tu es ma belle-sœur. Ton argent est l'argent de Thaddée. C'est l'argent de cette famille. Si tu ne paies pas, qui diable va payer? Tu veux que j'appelle maman? Encore maman avec la rhétorique de l'argent de la famille. Dans le passé, chaque fois que j'entendais cette menace spécifique, je cédais instantanément, soupirais de défaite et ouvrais mon application bancaire juste pour maintenir la paix. Mais aujourd'hui, c'était fondamentalement différent. J'ai souri au ciel gris qui s'élevait au-dessus de moi, ayant l'impression que les cieux s'étaient soudainement ouverts. Tu te trompes, Cassiane, ai-je dit, articulant chaque syllabe avec une clarté acérée. Je ne suis plus ta belle-sœur. Ton frère et moi venons de finaliser notre divorce. Papier blanc, encre noire, sceau judiciaire rouge encore frais. À partir de cette seconde précise, je te suis complètement étrangère. Et une étrangère n'a absolument aucune obligation légale ou morale de financer la sœur privilégiée de son ex-mari. Sommes-nous clairs? Sans attendre l'inévitable crise d'hystérie, j'ai fermement appuyé sur le bouton rouge de l'écran. L'appel s'est déconnecté. La ville tentaculaire autour de moi est devenue étrangement silencieuse. Les sirènes, les piétons criards, le grondement des trains étaient toujours là. Mais dans mon esprit, il n'y avait rien d'autre qu'une sérénité absolue et cristalline. J'ai fixé l'écran sombre de mon téléphone, qui reflétait mon propre visage, un visage avec de légères rides de fatigue au coin des yeux, des cernes dues à des années de stress, mais un regard plus féroce et plus résolu que jamais. J'ai laissé tomber le téléphone dans mon sac, serrant fermement les papiers de divorce. Une légèreté phénoménale a inondé mes veines. Je l'avais fait. J'avais enfin dit non. Pour la première fois en une décennie, j'avais osé rejeter une exigence complètement psychotique de s'aligner. Une puissante rafale de vent a balayé la place,
dispersant des feuilles mortes sur le béton. J'ai commencé à marcher, refusant de regarder en arrière. Derrière moi gisait l'épave de mes 20 ans volés. Devant moi, malgré le temps couvert, je savais que le soleil m'attendait. Plus important encore, ces 85 000 € et le reste de ma vie m'appartenaient désormais exclusivement. Mais je n'étais pas naïve. Je savais que le véritable ouragan ne faisait que commencer. Cassian n'allait pas accepter cela tranquillement, et mes anciens beaux-parents parasites non plus. Mon téléphone a recommencé à vibrer, violemment, frénétiquement. L'écran affichait Cassian, une tache implacable refusant d'être lavée. Je ne l'ai pas mis en mode silencieux cette fois. Je l'ai laissé vibrer, laissant la vibration frénétique remonter le long de mon bras, un rappel physique du droit grotesque qui s'était profondément enraciné dans l'ADN de cette famille. Pourquoi Cassian se sentait-elle si autorisée à me parler avec une telle autorité dictatoriale, même après que j'ai quitté leur maison il y a des mois? Pourquoi supposait-elle que c'était une évidence universelle que je financerais un SUV de luxe immatriculé uniquement à son nom? La réponse écœurante résidait dans ma propre décennie de complaisance pathologique et de soumission. Je me souvenais très bien du tout premier jour où j'avais mis les pieds dans leur vaste maison de banlieue. À l'époque, j'étais une jeune et brillante analyste financière senior dans un grand cabinet d'expertise comptable, pleine de fierté. Mon salaire était impressionnant, le genre d'argent dont la plupart des gens de mon âge ne faisaient que rêver. Mais au lieu d'être une source d'indépendance, ce revenu à 6 chiffres est devenu le piège d'acier qui a enchaîné ma vie à un gouffre financier sans fond masqué en tant que famille. Dans cette maison, il y avait une constitution non écrite que ma belle-mère, Évangeline, avait magistralement rédigée pendant mon premier mois là-bas. Nous sommes une famille. Nous ne tenons pas les comptes. Les revenus de chacun sont mis en commun pour prendre soin de notre sanctuaire partagé. Cela semblait si utopique, si noble et farouchement loyal. Mais la réalité était que ce sanctuaire partagé fonctionnait avec un seul carburant à indice d'octane élevé, mon salaire. 10 ans. Une décennie a joué le rôle d'un distributeur automatique ambulant et respirant, ouvert 24h24, 7j7, sans frais de transaction, et absolument aucun droit de jamais afficher un panneau, hors service. Le matin du 15 de chaque mois, exactement lorsque le dépôt direct de mon cabinet arrivait sur mon compte courant, l'atmosphère lugubre de leur maison s'éclaircissait miraculeusement. Évangeline, une femme qui passait 340 jours par an à avoir l'air de mâcher des citrons, me souriait soudainement et me servait la plus grande tranche de rôti à dîner. Et après le dîner, pendant que je récurais les poils en fonte dans l'évier, elle s'adossait à l'encadrement de la porte de la cuisine et commençait ses monologues théâtraux. Les taxes foncières avaient monté en flèche à cause des nouvelles limites de circonscription scolaire. Le système de chauffage, ventilation et climatisation faisait un étrange bruit de cliquetis et avait besoin d'un remplacement total. Son médecin holistique lui avait prescrit un régime de compléments importés non assurés qui était obscènement cher. Au cours de ces premières années, désespéré d'obtenir un semblant de paix et d'être validé comme la belle-fille parfaite, je me connectais discrètement à mon portail bancaire et transférais les fonds sans manquer un seul centime. Je croyais naïvement que ma générosité incessante finirait par leur valoir leur amour et leur respect sincère. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Donner sans limite ne fait qu'alimenter une avidité sociopathique sans fond, transformant vos sacrifices volontaires en une attente obligatoire. Le summum absolu de cette absurdité était incarné par Cassian. Elle avait 4 ans de moins que moi, mais elle vivait comme une reine. Elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet de relations publiques boutique, gagnant le salaire minimum. Pourtant, elle était toujours habillée de marque de créateur de la tête aux pieds. Qui finançait les sacs Gucci et les baskets Balenciaga? Moi. Je m'en souviens aussi clairement que si c'était hier. Une tempête torrentielle il y a 3 ans. Cassian a fait irruption par la porte d'entrée, sanglotant hystériquement, son mascara coulant sur son visage. Elle a avoué qu'elle devait plus de 25 000 € à des crypto-brosses, très louches et à des prêteurs sur salaire parce qu'elle avait essayé de faire du trading intrajournalier sur marge pour impressionner un homme. Les créanciers menaçaient littéralement de vandaliser la propriété et de la poursuivre en justice. Évangeline a serré sa poitrine, simulant une palpitation cardiaque et s'est effondrée sur le canapé en velours, gémissant « Mon bébé, il n'y a pas de liquidité dans cette maison. Sauve-la, Lisandre, ou le stress va me mettre au tombeau prématurément. » Thaddée, mon mari, s'est contenté de s'asseoir dans son fauteuil inclinable, se frottant les tempes, évitant tout contact visuel avec tout le monde. Finalement, il m'a regardé avec des yeux pathétiques et suppliants. « Chérie,
Peux-tu vérifier ce qu'il nous reste dans l'épargne à haut rendement? Il suffit de le retirer et de les rembourser. Ce n'est qu'une gamine. Elle a fait une erreur stupide. Nous sommes les aînés. Nous devons prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités. Comme ces deux mots étaient étouffants. Je me suis connecté et j'ai vidé le compte qui contenait chaque euro que j'avais méticuleusement économisé pour rénover la ferme vieillissante de mes parents dans la campagne française. J'ai remboursé la dette catastrophique de Cassiane en totalité. Quand elle a réalisé qu'elle était tirée d'affaire, elle ne m'a même pas serré dans ses bras ni dit merci. Elle a juste marmonné d'un ton désinvolte, « Je te rembourserai quand mes contrats de marque décolleront. » Ce jour n'est jamais venu. En fait, moins de 48 heures plus tard, je l'ai vu publier sur son Instagram Story, se prélassant dans un spa 5 étoiles au centre-ville avec un verre de champagne, légendé, reconnaissante à l'univers pour les nouveaux départs. Béni amour de soi. Son amour de soi était entièrement financé par mon sang, ma sueur et mes limites fracturées. Mais le souvenir qui me hantait le plus n'était pas les disputes hurlantes ou l'extorsion financière. C'était l'isolement écrasant au sein de ma propre maison. Je me souvenais des nuits glaciales de janvier. Le grand-père horloge sonnait 23 heures. Les beaux-parents se réunissaient tous dans le salon confortable éclairé par la cheminée pour regarder la télé-réalité. Le rire bruyant d'Evangeline. Le commentaire sarcastique de Cassiane. Thaddée riant. Tout cela semblait si vibrant, si uni. L'odeur d'un somptueux plateau de charcuterie avec des fromages artisanaux et du jambon de Parme flottait dans la maison. Pendant ce temps, j'étais banni dans un coin exigu de la salle à manger formelle, assis sous une ampoule clignotante et dure. J'étais épuisé, tapant furieusement sur mon ordinateur portable, auditant d'énormes déclarations de revenus que j'avais prises comme petits boulots indépendants. Je devais travailler les heures supplémentaires parce que mon salaire principal à 6 chiffres était constamment englouti par leur hypothèque, leurs baux de voiture et leurs exigences de style de vie sans fin. Le cliquetis de mon clavier était le seul son de mon existence solitaire, complètement divorcé de leur joie. Pas une seule fois quelqu'un n'est venu me demander si mon dos me faisait mal. Personne ne m'a jamais apporté une tranche de fromage ou un verre d'eau. Occasionnellement, Evangeline se retournait et criait d'une voix grinçante, « Peux-tu taper un peu plus doucement? Tu gâches le dialogue. » Je me figeais, mes doigts planant au-dessus des touches, et je fixais le dos de l'homme que j'avais autrefois aimé de toutes les fibres de mon être. Thaddée tranchait joyeusement du jambon de Parme pour sa mère, riant de quelque chose à l'écran. Il avait entièrement oublié que sa femme luttait contre une fièvre de 38,5 degrés, avait la gorge enflée et n'avait mangé qu'une tasse de nouilles au micro-ondes pour le dîner. À leurs yeux, je n'étais pas une épouse. Je n'étais pas une belle-fille. Je n'étais même pas un être humain. J'étais un réfrigérateur intelligent qui se réapprovisionnait comme par magie. J'étais une ligne de crédit infinie avec 0 APR. J'étais un outil spécialisé acquis strictement pour financer leur faux cosplay de classe supérieure. Et quand cet outil a soudainement développé son propre système d'exploitation, quand il a soudainement compris comment dire « accès refusé », ils ont complètement court-circuité. Mon téléphone a finalement cessé de vibrer. L'écran est devenu noir. J'ai laissé échapper un rire sombre et tordu. Cassiane avait en fait l'audace d'exiger un virement de 85 000 € parce que dans son cerveau microscopique, que je paie ses dépenses était juste une loi naturelle de la physique, comme la gravité. Elle pensait que ce papier de divorce n'était qu'une formalité bureaucratique insignifiante qui ne pouvait pas perturber la hiérarchie divine où sa famille était sur le trône. Mais ils ont tous oublié un détail crucial. Je suis une experte comptable agréée. Toute mon existence tourne autour des chiffres, d'une tenue de registre méticuleuse, d'audits brutaux et de marge d'erreur nulle. J'ai ouvert mon sac fourre-tout et j'ai sorti un petit carnet Moleskine bleu marine. J'avais porté ce grand livre partout avec moi pendant les 8 derniers mois comme un talisman. Ce n'était pas un journal intime de sentiments. C'était une comptabilité judiciaire de ma vie volée. Page par page, ligne par ligne, eurodatage par eurodatage. J'avais documenté obsessionnellement chaque euro que j'avais saigné dans ce foyer. Les renflouements de Cassiane, les retraites holistiques de luxe d'Evangeline, l'argent que Thaddée détournait pour emmener ses frères de fraternité en voyage de golf. Les chiffres restaient sans vie sur le papier quadrillé. Mais pour un œil averti, il hurlait. C'était la preuve auditée indéniable de ma soumission pathétique et l'acte d'accusation ultime de leur avidité parasitaire. Cassiane voulait 85 000 €. Très bien. Mais avant de parler de numéro de routage,
j'allais lui donner un cours magistral sur la responsabilité et la confiscation d'actifs. J'ai remis le grand livre dans mon sac et boutonné mon manteau. Le vent hurlait toujours, mais mon cœur brûlait comme une fournaise. Ce n'était pas le feu erratique de la colère. C'était la flamme constante et terrifiante d'une résurrection. La bête de Somme sans épines qui tapait dans le coin était morte. Sur le trottoir de Paris se tenait juste Lysandre. La femme qui était sur le point d'auditer sa propre vie et de percevoir chaque centime de justice qui lui était dû. J'ai levé la main et hélé un taxi jaune. « Où allez-vous, mademoiselle » a demandé le vieux chauffeur, offrant un sourire chaleureux et plissé. « Concession Mercedes-Benz des Champs-Élysées, s'il vous plaît » ai-je répondu. Ma voix était calme, mais mes yeux étaient mortels. Je n'y allais pas pour payer. J'y allais pour assister à une tragédie théâtrale, dont j'avais déjà acheté des billets au premier rang avec une décennie de ma jeunesse. Le taxi a filé sur l'avenue, slalomant entre les monolithes d'acier et de verre imposants de la ville hivernale. J'ai posé ma tête contre le siège en vinyle craquelé. L'odeur suffocante du désodorisant vanillé du taxi a fait monter la nausée dans ma poitrine. Ce n'était pas le mal des transports. C'était le flot de souvenirs concernant l'homme qui était maintenant légalement mon ex-mari, serrant mon cœur déjà lourdement cicatrisé, Thaddée. Ce nom représentait autrefois un univers entier de sécurité pour la jeune étudiante naïve que j'étais. Il était chef de projet informatique, doux, portait des lunettes de nerd, tirait toujours ma chaise et ne haussait jamais la voix. À l'époque, je prenais son extrême passivité pour une âme douce. Je pensais que sa nature calme était un havre de paix. Je n'avais aucune idée que la ligne entre doux et sans épines était virtuellement microscopique. Et une fois que j'ai franchi le seuil de l'orbite de sa famille, cette mollesse s'est transformée en une arme de guerre psychologique, bien plus dévastatrice que la violence physique. La société dit aux femmes de craindre d'épouser un homme violemment abusif ou un joueur compulsif. Mais pour moi, la terreur ultime avait un nom différent, le silence complice. Il n'a jamais levé la main sur moi. Il est simplement resté silencieux. Un silence assourdissant, lâche qui m'a laissé me vider de mon sang. Je me souvenais de Noël pendant notre 3e année de mariage. L'économie était en chute libre. Mon cabinet avait mis en place des réductions budgétaires massives et ma prime de fin d'année avait été réduite de moitié. J'ai prudemment, presque en m'excusant, mentionné à Évangeline que nos cadeaux de Noël à la famille seraient un peu plus modestes cette année parce que je devais m'assurer que nous avions un filet de sécurité pour les urgences potentielles. Évangeline, qui écossait agressivement des pistaches et laissait tomber les coquilles sur une serviette, m'a regardé avec un dégoût non filtré, « Si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien à faire dans notre classe. » Quand on se marie, on s'adapte aux standards du foyer de son mari. Gâter ta belle-mère apporte du bon karma. Si tu réduis les dépenses sur mes cadeaux, tu maudiras ta propre carrière. Thaddée était assis juste à côté de moi sur le canapé. Il a entendu chaque syllabe venimeuse. Je me suis tourné vers lui, désespéré, le suppliant des yeux d'intervenir. Juste une phrase, juste un simple « Maman, arrête ». C'est une année fiscale difficile, mais non. Thaddée a baissé la tête, soudainement extrêmement fasciné par son bol de chili. Il a ramassé une cuillerée, a soufflé dessus et a mâché au ralenti exagéré, faisant semblant que l'environnement hostile n'existait pas. Le tintement de sa cuillère contre le bol en céramique a résonné bruyamment dans le silence tendu. Il se cachait dans son chili, se cachait dans sa lâcheté, laissant sa femme complètement exposée au peloton d'exécution du narcissisme de sa mère. Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité de notre chambre, je me suis effondré. J'ai sangloté de pure frustration suffocante. Je lui ai demandé pourquoi il ne me défendait jamais. Thaddée a laissé échapper un soupir lourd, le soupir d'éclairage épuisé que j'allais trop bien connaître. Il s'est retourné, me présentant son dos, a tiré la couette sur ses oreilles et a marmonné, « Tu exagères toujours et tu en fais toute une histoire pour rien. Maman vieillit, elle a ses habitudes. Fais juste un petit compromis pour que nous puissions avoir la paix dans la maison. Nous sommes une famille. Ne sois pas si dramatique. Compromis pour que nous puissions avoir la paix. Nous sommes une famille. » Ces phrases étaient des poignards tordus directement dans mon estime de soi. Que signifiait réellement « famille » dans cette maison? Cela signifiait que lorsque l'hypothèque était due, j'étais le pilier fondateur de la dynastie. Mais quand j'avais besoin de respect humain de base et de soutien, j'étais une étrangère hostile. Un jeu équitable pour leur entraînement au tir émotionnel.
Thaddée a militarisé le concept de famille pour masquer son propre manque de courage pathétique. Il était terrifié par les voyages culpabilisants de sa mère. Il avait peur des caprices de sa sœur. Il redoutait toute tension atmosphérique. Alors, il a pris une décision exécutive, il sacrifierait perpétuellement la santé mentale de sa femme parce qu'il savait que je l'aimais et supposait que j'avalerais éternellement les abus pour maintenir le mariage intact. Il y a eu des moments où Cassian m'a explicitement emprunté des milliers d'euros, a dépassé la date de remboursement, puis m'a envoyé des SMS me traitant de « radine » pour lui avoir poliment demandé de me rembourser. J'ai montré les captures d'écran à Thaddée. Il a jeté un coup d'œil à mon téléphone, l'a jeté sur le lit et a haussé les épaules, « Allez, ce n'est qu'une gamine. Ignore-la. Je lui parlerai éventuellement. » Mais, éventuellement, était un mythe. Il n'a jamais réclamé un seul centime à sa sœur. J'ai même découvert des années plus tard qu'il avait secrètement pris sa propre prime trimestrielle, que nous avions convenu de mettre de côté pour la compte de notre propre maison, et l'avait donnée à Cassian pour financer son voyage à Saint-Barth. Tout cela pendant que je marchais jusqu'au train avec des bottes d'hiver trouées parce que je me sentais coupable de dépenser de l'argent pour moi. La mort de mon amour pour Thaddée n'a pas été une explosion dramatique soudaine. C'était comme de la moisissure noire derrière un mur, pourrissant lentement et silencieusement l'intégrité structurelle de notre mariage. Chaque jour un peu plus de décomposition. Chaque fois qu'il restait silencieux, une autre poutre porteuse se brisait. J'ai regardé par la fenêtre du taxi. Une bruine glaciale avait commencé à tomber sur Paris. L'image de Thaddée s'est cristallisée dans mon esprit. Un homme de 44 ans avec un titre de cadre supérieur sur LinkedIn qui portait des costumes sur mesure en public, mais qui redevenait un bambin terrifié souffrant d'un grave complexe d'Édipe la seconde où il franchissait le seuil de sa mère. Chaque décision importante de la vie, du choix de l'assurance maladie au quartier où nous devions vivre, en passant par l'opportunité d'avoir des enfants, la réponse par défaut de Thaddée était « Laisse-moi en parler à maman d'abord ». Il s'est tellement caché dans l'ombre de sa mère qu'il a complètement renoncé à son identité d'époux. Il a permis à sa mère et à sa sœur de cannibaliser ma vie, de vider ma jeunesse et mes comptes bancaires. Il croyait sincèrement que parce qu'il n'était pas celui qui me criait activement des insultes, ses mains étaient propres. Il se trompait lourdement. Dans ce mariage, Évangeline et Cassian étaient celles qui tenaient le couteau. Mais Thaddée était celui qui me retenait les bras derrière le dos pour qu'elle puisse me poignarder. Son apathie militante a été l'injection létale qui a finalement tué ma dévotion. Je me suis souvenu de l'incident déclencheur. Il y a tout juste 30 jours, je consultais mes rapports de crédit annuels, une pratique courante pour mon travail. J'ai remarqué une étrange demande et un prêt automobile actif de 20 000 € dont je n'avais absolument aucune connaissance. J'ai tiré le contrat numérique. La signature au bas du document électronique était une contrefaçon parfaite à 99% de ma propre écriture. Le demandeur principal était Lisandre. Le garant était Thaddée. Tremblant d'une rage si intense qu'elle a brouillé ma vision, j'ai claqué l'imprimé sur le bureau de Thaddée dans son bureau à domicile. Pour la première fois en 10 ans, son masque pathétique de calme s'est brisé. Le sang a quitté son visage, et ses mains ont visiblement tremblé alors qu'il ramassait le papier. Je suis désolé, a-t-il balbutié, ses yeux fuyant frénétiquement la pièce, refusant de me regarder. C'était maman. Elle m'a dit que Cassian avait désespérément besoin de l'argent pour un acompte sur une commande spéciale chez le concessionnaire, sinon elle perdrait son allocation. Maman m'a dit de juste signer pour toi. Je veux dire, tes dépôts directs vont de toute façon sur le compte joint. Je ne pensais pas que c'était grave. Tu ne pensais pas que c'était grave, ai-je hurlé. Pour la première fois en une décennie d'avalement de ma colère, j'ai explosé. Tu commets une fraude électronique fédérale, tu falsifies ma signature et tu voles mon numéro de sécurité sociale pour contracter un prêt de 20 000 € afin que ta sœur capricieuse puisse se pavaner avec une voiture de luxe, et tu me dis que ce n'est pas grave? Tu me prends pour une complète imbécile? Thaddée est physiquement tombé à genoux et a enroulé ses bras autour de mes jambes. Mais il ne pleurait pas de remords d'avoir trahi ma confiance. Il pleurait de pure terreur. Lisandre, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Maman va faire une crise de panique. Cassian a juré sur sa vie qu'elle ferait les paiements mensuels. S'il te plaît, ne dépose pas de plainte. Je perdrai mon emploi en entreprise. S'il te plaît. Même dans le moment le plus sombre de notre mariage,
ses seules préoccupations étaient la tension artérielle de sa mère et son propre salaire. Pas une seule fraction de seconde il ne s'est soucié de l'énorme risque juridique et financier dans lequel il m'avait placé. J'ai regardé le sommet des cheveux clairsemés de mon mari, et à 7 millisecondes précises, l'homme a cessé d'exister pour moi. Il était mort. La créature qui s'agenouillait sur le sol n'était pas mon partenaire. C'était un parasite pathétique et génial, complètement infecté par la sociopathie de sa famille. Cette nuit-là même, j'ai fait une seule valise, je suis allé dans un hôtel de séjour prolongé et j'ai engagé un avocat en divorce impitoyable. Le lendemain matin, j'ai déposé ma demande avec une précision glaciale, ignorant les centaines de messages vocaux hystériques et de mes pathétiques de Thaddée. Le taxi a pilé, me tirant de mes souvenirs. Le chauffeur a regardé en arrière, nous sommes arrivés, mademoiselle. La concession Mercedes est juste là. J'ai regardé à travers le pare-brise. Le massif logo illuminé à 3 branches brillait avec prétention dans l'obscurité de l'après-midi parisien. À travers les baies vitrées du sol au plafond, je pouvais facilement repérer la silhouette inimitable de Cassian, faisant les 100 pas, collé à son iPhone, l'air complètement dérangé par l'impatience. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tendu au chauffeur un billet de 100 € bien net, lui disant de garder la monnaie. J'ai poussé la portière du taxi, et une violente rafale de vent m'a giflé. Je n'ai pas eu froid. Au contraire, le sang qui coulait dans mes veines était en fusion et puissant. Thaddée avait toujours été le mari invisible, fuyant la responsabilité comme un fantôme. Mais aujourd'hui, ici même, j'allais étaler toute leur sale lessive à la lumière aveuglante des néons. J'allais leur enseigner les conséquences catastrophiques de ce qui se passe lorsque le distributeur automatique décide de se défendre. J'ai ajusté les revers de mon manteau et j'ai marché à grandes enjambées, prédatrices, vers le hall d'exposition. Il était temps d'affronter ma chère belle-sœur et de réduire en cendres sa pathétique production théâtrale. Alors que je marchais, le taxi s'est éloigné, mais le tintement chaotique de mon téléphone a continué. Je n'ai même pas eu besoin de déverrouiller l'écran pour savoir qu'il s'agissait d'un barrage de harcèlement de la part de Cassian. J'ai soupiré, étouffant le dégoût qui montait dans mon estomac, et j'ai déverrouillé l'appareil. Immédiatement, mon écran a été inondé d'une série de photos outrageusement mises en scène qu'elle venait de m'envoyer par SMS. Sur les photos, Cassian portait une robe de créateur rouge plongeante et moulante et des escarpins Christian Louboutin vertigineux. Son visage était fortement maquillé, ses lèvres peintes d'une teinte écarlate grotesque, faisant une moue forcée de canard d'influenceuse devant l'appareil photo. Elle était appuyée contre le capot de la GL 450 blanc diamant étincelante. Une main posée de manière provocante sur sa hanche, l'autre agressivement dans ses cheveux. Sous les photos, il y avait une capture d'écran de l'Instagram Story qu'elle venait de publier à ses 15 000 abonnés, en taguant publiquement mon pseudo. Un grand bravo à mon incroyable belle-sœur pour cet incroyable cadeau de 30e anniversaire. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Moins de blabla, plus d'action. Je t'aime, Lisandre. Tu es la meilleure, littéralement. J'ai lu la légende et j'ai éclaté de rire là, sur le trottoir. La meilleure, littéralement. Comme ces mots étaient vils. Son amour familial avait un prix de vente strict de 85 000 €. Si ce virement ne passait pas aujourd'hui, cette adoration publique se transformerait instantanément en la calomnie la plus venimeuse imaginable. J'ai fait défiler jusqu'à un mémo vocal frénétique qu'elle avait envoyé juste après les photos. J'ai appuyé sur « Lecture », tenant le haut-parleur près de mon oreille. La voix stridente et dérangée de Cassian a éclaté à travers l'audio. « Lisandre, qu'est-ce que tu fous, bordel ? Tu te rends compte à quel point c'est humiliant pour moi ? Le responsable financier n'arrête pas de me regarder, me demandant quand la confirmation de virement va arriver pour qu'ils puissent imprimer les plaques. Je leur ai littéralement menti en disant que tu l'avais initié à 9 h. Tu essaies de me faire passer pour complètement fauché ? Bouge ton gros cul et vire les fonds tout de suite pour que je puisse avoir les clés et aller à ma fête. Tu ruines ma vie. Me faire passer pour complètement fauché. L'ironie était assez épaisse pour en étouffer. Pour des parasites comme Cassian, l'illusion de la richesse était plus vitale que l'oxygène. Mais, hilarant, cette illusion était entièrement construite avec l'argent des autres. Elle faisait une crise de panique à l'idée d'avoir l'air pauvre devant un vendeur de voitures de luxe qui n'en avait rien à faire d'elle. Pourtant, elle ne ressentait absolument aucune honte à extorquer sa belle-sœur pendant une décennie. Elle ne savait pas, ou choisissait délibérément d'ignorer,
que la femme à qui elle aboyait des ordres venait de sortir d'un tribunal avec un divorce finalisé. Honnêtement, si elle l'avait su, Cassian s'en serait fichu. Sa première pensée aurait probablement été « divorce-le si tu veux, mais paie le SUV avant de signer les papiers ». J'ai fixé la voiture blanche étincelante sur la photo. Elle était indéniablement magnifique, une merveille d'ingénierie allemande. Mais pour moi, c'était un démon à 4 roues. C'était la bête mécanique qui avait dévoré les dernières gouttes de ma santé mentale et failli faire dérailler ma carrière avec un prêt automobile frauduleux juste pour que Cassian puisse se pavaner au club exclusif parisien. Toute la famille s'était engagée dans une conspiration criminelle. Evangeline appliquant la torture psychologique, Thaddée commettant le vol d'identité réelle et Cassian agissant comme la bénéficiaire privilégiée, absorbant le luxe comme une éponge. Son audace avait atteint un niveau de délire presque spirituel. Elle considérait mon saignement financier comme un droit humain fondamental. J'ai éteint l'écran, mais l'image de son sourire suffisant et maquillé me brûlait la rétine. Je m'émerveillais de voir comment des gens qui vivaient comme des sangsues pouvaient simultanément posséder un complexe de supériorité aussi astronomique. Ils n'avaient aucune ambition, aucune éthique de travail et aucune capacité à générer de la richesse. Pourtant, ils possédaient une capacité infinie à la dépenser et à l'exiger. Ils étaient financièrement démunis. Mais la véritable horreur était l'absolue pauvreté de leur caractère. Cassian voulait projeter l'aura d'une femme du grand monde. Mais la vraie classe ne réside pas dans une étoile à 3 branches sur un volant. Le vrai statut naît de la dignité, de la capacité à se tenir sur ses 2 pieds et à payer ses propres putains de factures. Elle se drapait de haute couture et s'asseyait dans une cabine à 6 chiffres, mais son âme était celle d'une escroc se tenant sur une bretelle de sortie, secouant agressivement une boîte en fer blanc à tous ceux qui passaient en voiture. J'ai atteint l'immense entrée vitrée de la concession. Les portes automatiques se sont ouvertes avec un doux ronronnement et un souffle d'air climatisé agressif m'a frappé, transportant le parfum enivrant de colombe chère, d'espresso et de cuir immaculé. Mes bottes ont claqué sèchement sur le sol en carrelage de porcelaine immaculée. J'ai immédiatement repéré Cassian dans le salon VIP. Elle tenait un verre d'eau gazeuse offert dans un verre en cristal. Riant bruyamment avec 3 autres femmes vêtues de tenues tout aussi ridicules et chargées de marque. Son entourage de fausses amies. Elle rayonnait d'une confiance artificielle, agissant comme si elle était propriétaire des lieux. Elle n'avait aucune idée qu'en environ 3 minutes, toute sa réalité fabriquée allait violemment imploser. Un concierge élégant s'est approché de moi. Bienvenue chez Mercedes-Benz. Puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai souri, un sourire poli mais profondément glaçant. Non, merci. Je suis juste ici pour régler quelques détails avec un client existant. Je l'ai dépassé, naviguant à travers le hall d'exposition, utilisant un énorme et brillant G-Wagon pour masquer mon approche. Je me suis arrêté à quelques mètres du salon VIP, assez près pour entendre chaque mot, mais caché de la vue de Cassian. À l'instant même, son faux sourire a commencé à trembler. N'ayant pas reçu de SMS confirmant le virement, elle a commencé à taper agressivement son talon aiguille sur le sol. La façade élégante d'influenceuse s'est brisée, remplacée par la grimace d'un enfant en bas âge enragé à qui on refuse un jouet. Et puis, opérant par pur instinct parasitaire, elle a sorti son téléphone et a composé en vitesse le numéro du souverain suprême de la famille, sa mère. 10 secondes plus tard, mon propre téléphone a vibré violemment dans ma poche. L'écran affichait Evangeline. Autrefois, voir cet identifiant d'appel déclenchait un pic de cortisol dans mon sang. Je répondais dès la première sonnerie, ma voix aiguë et soumise. Bonjour, Evangeline. Comment allez-vous? Je retenais ma respiration, attendant d'être réprimandé pour avoir respiré trop fort ou pour ne pas avoir acheté la bonne marque de lait bio. Cette terreur vague et persistante m'avait transformé en une marionnette, tressaillant chaque fois que la matriarche tirait les ficelles. Mais aujourd'hui, debout dans ce showroom froid et hyper luxueux, regardant ces lettres clignotées sur mon écran, je ne ressentais qu'un détachement clinique. Elle n'était plus ma belle-mère. Le titre avait été légalement retiré. Elle n'était qu'une vieille femme en colère de la banlieue. J'ai pris une inspiration, j'ai glissé pour accepter, et je n'ai pas mis le téléphone à mon oreille. Au lieu de cela, je l'ai mis en haut-parleur, le tenant devant moi comme un détective enregistrant une confession. Allô. Avant que le mot ne quitte complètement ma bouche, un boom sonore de rage a agressé le haut-parleur, assez fort pour qu'un vendeur voisin tourne la tête. Lisandre, qu'est-ce que tu crois faire, au nom de Dieu? Tu essaies activement d'humilier cette famille.
La voix d'Évangeline a crié, aussi abrasive qu'une tronçonneuse coupant de la tôle. Pas de bonjour. Pas de politesse de base. Juste du venin pur et non altéré. Que ai-je exactement fait, ai-je demandé, mon ton si étrangement calme qu'il m'a même surprise. Tu as l'audace de faire l'idiote. Cassiane est assise dans le showroom depuis 1 heure. Ne comprends-tu pas l'embarras qu'elle subit devant ses amis? Tu as promis de virer le capital pour son véhicule, et maintenant tu l'ignores comme une lâche. Tu essaies de traîner la réputation de notre famille dans la boue? Chaque mot qu'elle crachait était un clou de plus dans le cercueil. Elle n'a pas demandé si j'étais en réunion. Elle n'a pas demandé si j'étais à l'hôpital. Elle ne se souciait que de la réputation de la famille, le masque fragile de richesse auquel elle et sa fille s'accrochaient désespérément. S'il vous plaît, calmez-vous, Évangeline, ai-je dit doucement, m'adressant à elle par son prénom pour la toute première fois. Une exécution verbale de notre lien familial. Ne me dites pas de me calmer, a-t-elle hurlé, sa voix montant dans une tonalité hystérique. Ne pense pas que juste parce que tu as un diplôme d'expert comptable, tu peux te prendre pour Dieu. Une femme se soumet au foyer de son mari. Dès le jour où tu as épousé Thaddée, tes biens existent pour élever cette famille. Acheter cette voiture à Cassiane nous élève tous. Si tu ne sais pas être reconnaissante du privilège d'appartenir à cette famille, au moins ne sois pas une avare et mesquine. Reconnaissante. Mesquine. Ces mots ont tiré un rire sombre de mes poumons. Au cours de la dernière décennie, qui avait payé les impôts fonciers? Qui avait payé de sa poche son opération de la vésicule biliaire en urgence lorsque son assurance premium avait expiré? Moi. J'ai passé 5 nuits à dormir dans une chaise d'hôpital inconfortable, vidant ses bassins pendant que Thaddée était commodément en voyage de golf et que Cassiane refusait de venir car l'odeur de l'hôpital lui donnait des migraines. À l'époque, Évangeline m'avait tenu la main, forçant de fausses larmes, chuchotant « Dieu nous a bénis avec un ange pour belle-fille ». La vérité était que cette bénédiction n'était valable que tant que j'écrivais des chèques. La seconde où j'ai protégé mes propres biens, j'étais une avare. Je n'ai jamais été de la famille. J'étais un chéquier doué de conscience. Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu m'ignores? La voix d'Évangeline résonnait du haut-parleur. Je te donne un ultimatum. Si tu ne vires pas ces 85 000 € à la concession dans les 5 prochaines minutes, tu peux faire tes valises et quitter la maison de mon fils ce soir. J'appelle Thaddée tout de suite pour qu'il vienne te remettre à ta place. Espèce de inculte et arrogante. Me remettre à ma place. Elle croyait honnêtement que Thaddée était son atout. Elle pensait pouvoir déployer son fils sans épine pour me terroriser et me faire rentrer dans le rang. Les larmes ont piqué les coins de mes yeux, mais elles ont refusé de tomber. Elles ont coulé en arrière, amères et brûlantes. La tristesse n'était pas due à ces insultes. C'était le chagrin de mon propre éveil tardif. J'avais brûlé le meilleur de ma vie à essayer de gagner l'amour de sociopathes qui me considéraient comme du bétail. Avez-vous terminé? Les jeux interrompus, ma voix baissant d'une octave, rayonnant d'un zéro absolu. Il y a eu une pause soudaine sur la ligne. La pure domination de mon ton devait avoir court-circuité son cerveau. Excusez-moi, comment osez-vous me parler sur ce « je ne vous manque pas de respect » ai-je dit, sortant de derrière le G-wagon et croisant le regard de Cassiane, qui se trouvait à environ 9 mètres. Je ne fais que constater des faits. Cassiane m'a repéré. Son visage tordu de rage frénétique s'est instantanément transformé en un soulagement extrême. Ses yeux se sont illuminés de signes d'argent et elle a commencé à agiter frénétiquement ses mains manucurées, criant à travers le showroom silencieux « Oh mon Dieu, enfin Lisandre est là. As-tu apporté le chèque de banque? Où est-il » J'ai gardé les yeux fixés sur Cassiane et j'ai parlé directement dans le téléphone, enfonçant chaque mot comme un rail dans le crâne d'Évangeline. Évangeline, ne vous donnez pas la peine d'appeler Thaddée pour qu'il me remette à ma place, car il n'en a plus le droit légal. Et vous non plus. Quoi? De quoi parles-tu? A balbutié Évangeline, l'agressivité soudainement drainée de sa voix. Je parle du fait qu'il y a 30 minutes, au tribunal de grande instance de Paris, votre fils et moi sommes légalement divorcés. Je suis une femme libre. Je suis une étrangère. Et une étrangère n'a pas à subir vos abus verbaux psychotiques. Elle n'est pas non plus tenue d'acheter un véhicule de luxe à votre fille, une grande enfant. Passez une vie terrible. Sans attendre l'inévitable cri de choc, j'ai appuyé sur « fin d'appel ».
L'enclume invisible qui écrasait ma poitrine depuis 10 ans s'est instantanément évaporée. Je me sentais légère. Le statique toxique du téléphone a été remplacé par le doux jazz jouant sur les haut-parleurs de la concession et le cliquetis frénétique des loups-boutins de Cassiane alors qu'elle sprintait vers moi. Elle est arrivée essoufflée, un nuage de parfum baccarat rouge suffocant et sucré m'enveloppant. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer au téléphone. Elle croyait encore fermement que j'étais là pour la tirer d'affaire. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Tu ignorais les appels de maman? Peu importe. Où est le chèque? Où as-tu mis en place le virement? Le responsable financier me souffle dans le cou. Elle a tendu agressivement sa main, ses longs ongles acryliques écarlates recourbés comme les serres d'un vautour. J'ai regardé sa main tendue, puis son visage agressif, maquillé et paniqué. Un sourire lent et glaçant s'est répandu sur mes lèvres. Tu veux l'argent, ai-je demandé, mon ton dangereusement doux. Ben oui. Pourquoi d'autres serais-tu venu jusqu'ici? Ne me dis pas que tu fais du shopping pour toi-même. Une femme avec ton esthétique basique n'a rien à faire dans une concession Mercedes, a-t-elle ricané, levant les yeux au ciel. J'ai ouvert mon sac à main avec une lenteur agonisante. Cassiane a tendu le cou, littéralement bavant d'avidité, s'attendant à voir un chèque de banque certifié. Mais ce que j'ai sorti n'était pas un chéquier. C'était le jugement de divorce fortement estampillé. Et en dessous, mon grand livre en cuir bleu abîmé. Je ne suis pas venu ici pour payer quoi que ce soit, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le salon VIP, faisant taire les responsables financiers et ses amis odieux et les faisant se tourner vers nous. Je suis venu ici pour vous montrer le prix réel de votre petite balade. C'était le paroxysme. La dispute hurlante d'Evangeline n'était que l'apéritif. Maintenant, j'allais faire exploser l'événement principal ici même, dans l'environnement le plus ostentatoire possible. Le luxe immaculé et feutré du showroom Mercedes-Benz était la chambre acoustique parfaite pour la destruction absolue de son ego. J'ai marché tranquillement vers une élégante table de consultation en verre et je me suis assise, posant mon sac sur la surface. Ma posture détendue a exaspéré Cassiane. Elle a tapé du pied, posant ses mains sur ses hanches, les yeux exorbités d'énergie maniaque. Quel genre de jeu malade joues-tu, Lisandre? Où est l'argent? A-t-elle sifflé, essayant de baisser la voix pour que ses amis n'entendent pas le désespoir dans son ton. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai lentement ouvert le carnet bleu. Le froissement des pages était aussi tranchant qu'une lame de rasoir. En tant qu'experte comptable, la comptabilité judiciaire était mon super pouvoir. J'avais méticuleusement documenté chaque centime qu'il m'avait siphonné. Thaddée et sa mère se moquaient de moi pour cela, me traitant de « comptable névrosé ». Ils n'avaient aucune idée que mon neuroticisme était en train d'assembler les potences même desquelles ils étaient sur le point de se balancer. J'ai tourné à l'index. Le 12 mai 2016, j'ai remboursé la dette de marge de crypto de Cassiane, 25 000 €. Raison, extorsion émotionnelle par Evangeline. Le 20 octobre 2018, j'ai acheté le fauteuil de massage médical de luxe d'Evangeline, 4 500 €, source, ma prime d'entreprise du 3e trimestre. Le 15 août 2021, Thaddée a secrètement mis en gage les colliers en or hérités de ma grand-mère pour acheter des actions spéculatives, perte totale estimée à 12 000 €. Je lui ai pardonné sous la contrainte. Ligne après ligne, parfaitement tabulé. Le grand total de mon hémorragie financière s'élevait à plus de 6 chiffres. Mais honnêtement, je considérais cela comme un coût irrécupérable. C'était le coût de la leçon coûteuse que j'avais payée pendant une décennie sur les limites. La véritable ogive nucléaire était bien rangée dans une pochette en plastique à l'arrière du grand livre. J'ai sorti un document légalisé et impeccable. C'était une copie d'un prêt automobile personnel à taux d'intérêt élevé d'un prêteur tiers prédateur d'un montant de 20 000 €. L'emprunteur principal, Lisandre. Le co-signataire, Thaddée. Le seul problème, je ne l'avais pas signé. Je l'avais trouvé il y a 30 jours quand Thaddée était rentré ivre et avait laissé son coffre-fort de bureau à domicile déverrouillé. Il avait passé des semaines à pratiquer ma signature. Il avait commis une fraude électronique fédérale et un vol d'identité pour obtenir 20 000 € en espèces liquides simplement pour placer la compte non remboursable sur cet exact GL 450 blanc diamant parce que Cassiane avait fait une crise de colère en perdant son allocation et que la famille était totalement fauchée. Le plan de Thaddée avait été pathétique. Obtenir le prêt à mon nom, bloquer la voiture,
puis me manipuler et me faire du chantage pour que je le rembourse afin de protéger mon score de crédit impeccable de 820 et mon diplôme d'expert comptable. Il savait que j'étais terrifié par la ruine financière et il a supposé que j'absorberais simplement la dette pour éviter un scandale. Au lieu de pleurer, j'avais méticuleusement recueilli les preuves. J'avais tiré les images de la caméra de sécurité de la maison le montrant penché sur son bureau, traçant ma signature. Je l'avais secrètement enregistré se vantant ivre auprès de sa mère au téléphone, « Ne t'inquiète pas, maman. J'ai falsifié la signature de Lisandre. C'est sur son profil de crédit maintenant. Elle devra payer, mais Cassiane aura la voiture. » Toutes ces preuves étaient maintenant posées sur la table en verre devant moi. J'ai levé les yeux vers Cassiane, qui tapait ses ongles en acrylique sur le verre, inconsciente de la bombe sous sa chaise. « Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi cette saleté? Je n'ai littéralement pas le temps pour tes histoires pathétiques. » J'ai souri, un sourire terrifiant et sans vie, et j'ai fait glisser l'accord de prêt frauduleux sur le verre. « Regarde ça de très près, Cassie, » ai-je dit, ma voix dégoulinante d'autorité mortelle. C'est le prêt personnel de 20 000 € qui a couvert la compte de ce SUV sur lequel tu t'appuies. Je suis l'emprunteur principal. Mais cette signature a été falsifiée par ton cher frère. Cassiane a parcouru le papier. Pendant une fraction de seconde, la confusion a traversé son visage, suivi d'un lever d'yeux agressif. Elle a essayé de maintenir sa posture arrogante. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire si Thaddée a signé pour toi? Vous êtes légalement mariés. Ce qui est à toi est à lui. Arrête d'être une psychopathe aussi dramatique et paie le solde. Marié? J'ai doucement ri. Légalement? C'est discutable dans un état de répartition équitable. Mais tu oublies un détail majeur, ma chérie. Je me suis penché en avant, fixant mes yeux dans les siens, laissant le poids total de ma profession l'écraser. Je suis une experte comptable agréée. Je sais exactement ce qui constitue une fraude électronique fédérale et une usurpation d'identité aggravée. Et plus important encore, j'ai fait une pause, regardant le sang commencer à quitter son visage trop bronzé. Ce matin à 8 heures, juste avant que mon divorce ne soit prononcé, je suis allé à la police judiciaire de Paris et j'ai déposé une plainte pour vol d'identité contre Thaddée, fournissant toutes les preuves vidéo et audio. J'ai également déposé un affidavit de fraude auprès de la banque et déclenché un gel total sur tous les biens communs que nous partageons. La mâchoire de Cassiane est tombée. L'épaisse couche de fond de teint ne pouvait pas cacher la couleur gris cendré malade qui se répandait rapidement sur sa peau. Tu n'oserais pas, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. Pourquoi pas? J'ai fermé le grand livre d'un coup sec. Le claquement aigu a résonné dans le salon comme le marteau d'un juge. Je suis divorcé. Je ne suis plus l'otage des délires de ta famille. Cet acompte de 20 000 € est désormais une affaire criminelle. Thaddée risque des accusations de fraude. Et quant à cette voiture, j'ai fait un geste vers la Mercedes blanche étincelante derrière elle. Crois-tu honnêtement que tu vas la sortir du concessionnaire aujourd'hui? L'impitoyable calculé de mon exécution l'a paralysé. Quand une victime n'a finalement plus d'empathie, la loi et les preuves concrètes sont les seules armes qui restent. Je n'étais pas venu ici pour crier comme une star de télé-réalité. Je suis venu ici pour procéder à une liquidation d'entreprise de son ego. Cassiane a commencé à trembler physiquement. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson mourant, incapable de formuler une seule phrase cohérente. Ses doigts se sont crispés autour de son iPhone. Avant qu'elle ne puisse crier, un homme grand en costume bleu marine sur mesure, portant un badge doré l'identifiant comme le directeur général, s'est approché de notre table en verre. Son visage était un masque d'un professionnalisme glacé extrême. « Excusez-moi, mesdames. Qui de vous est lié à monsieur Thaddée ?» Le directeur est resté là, son regard perçant passant de Cassiane à moi. Le bavardage ambiant dans le salon VIP s'est complètement éteint. Les amies influenceuses de Cassiane écoutaient maintenant activement, les yeux écarquillés. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, appréciant pleinement le spectacle, et j'ai tranquillement pointé Cassiane. « Vous cherchez sa sœur. Elle est juste là, » ai-je dit doucement, tapant mon doigt manucuré sur mon jugement de divorce. Je ne suis qu'une spectatrice. Le directeur général a tourné son regard laser vers Cassiane. « Madame, » a-t-il dit, son ton parfaitement poli, mais dépourvu de toute chaleur. « Nous venons de recevoir une notification urgente de notre banque réceptrice.
Le compte associé au virement de 20 000 € pour votre acompte a été signalé pour une enquête de fraude fédérale et complètement gelé. Les fonds ont été récupérés. De plus, nous ne pouvons pas libérer ce véhicule sans le solde restant de 85 000 €. Je dois vous demander de venir dans mon bureau pour clarifier cela immédiatement ou nous annulerons le contrat et proposerons la location au prochain acheteur. Quoi, a hurlé Cassian, sa voix se brisant de pure panique. Non, non, non. Le dépôt a été payé. Je ne vous dois rien. Il doit y avoir un problème avec votre stupide système. Elle m'a jeté un regard de haine homicidale pure et a fouillé frénétiquement dans son sac de créateur, en sortant une lourde carte de crédit en métal noir. C'était une carte d'utilisateur autorisée liée au compte principal de Thaddée, un compte entièrement financé par mes dépôts directs. Passez ça, a-t-elle ordonné, claquant la lourde carte métallique sur la table en verre. Chargez juste les 85 000 € sur cette carte tout de suite. Mon Dieu, les banques sont si incompétentes. Tandis que le directeur général faisait signe à un associé financier d'apporter un terminal sans fil, j'ai calmement pris mon iPhone. Il était temps de procéder au bombardement final. J'ai ouvert e-message et j'ai accédé à la discussion de groupe familial nauséabonde intitulée « Doux foyer ». La discussion incluait Evangeline, Thaddée, Cassian et une poignée de tantes et oncles éloignés incroyablement bavards. Pendant 10 ans, cette discussion a été le centre de contrôle de mes abus. J'ai levé mon téléphone et j'ai pris une photo d'une clarté cristalline. Dans le cadre, mon jugement de divorce légalement estampillé. La page du grand livre documentant la fraude de Thaddée. Et en arrière-plan, Cassian poussant agressivement une carte de crédit vers un employé méfiant de Mercedes. Mes pouces ont volé sur le clavier, tapant un message qui briserait leur statut social pour toujours. Annonce à la famille. À partir de 10 h ce matin, Thaddée et moi sommes légalement divorcés. J'ai également déposé des accusations de vol d'identité et de fraude contre Thaddée auprès de la police judiciaire de Paris concernant le prêt falsifié de 20 000 € pour la voiture de Cassian. Tous les comptes joints ont été gelés par les enquêteurs fédéraux. À partir de ce moment, vous êtes coupé de mes revenus. Bonne chance pour payer vos propres factures. Ne me contactez plus, sinon mon avocat déposera une ordonnance de restriction. J'ai appuyé sur « Envoyer ». La barre de progression bleue a traversé le haut de l'écran. Délivré. Presque instantanément, le téléphone de Cassian a vibré sur la table en verre. Quelque part dans un bureau d'entreprise du centre-ville, le téléphone de Thaddée vibrait. Quelque part en banlieue, le téléphone d'Evangeline vibrait. Cassian a jeté un coup d'œil à son écran de verrouillage, ses pupilles dilatées à la taille de soucoupe. Tout le sang a quitté son visage, la laissant ressembler à un cadavre magnifiquement maquillé. Elle a levé la tête d'un coup, me regardant la bouche ouverte, complètement muette face à son anéantissement total. À l'instant même, le terminal de carte sans fil dans la main de l'associé financier a émis une série de bips secs et agressifs. Bip bip bip. L'associé a regardé le terminal, puis Cassian, grimaçant d'embarras par procuration. Je suis désolé, madame. La carte renvoie un code d'erreur 05. La transaction est complètement refusée. Les notes de la banque indiquent que le compte est gelé en raison d'une fraude. Avez-vous une autre forme de paiement? Peut-être un chèque de banque? L'univers s'est effondré sur lui-même. Les amies influenceuses de Cassian ont instantanément commencé à chuchoter férocement entre elles. Elles ont fait de grands pas en arrière, s'éloignant du rayon d'explosion de son humiliation. Il y a 10 minutes, elle était leur idole, une mondaine riche dépensant des 6 chiffres un mardi. Maintenant, le masque était violemment arraché, exposant la mendiante frauduleuse en dessous. Comment cela se fait-il, a halté Cassian, trébuchant en arrière et renversant son verre d'eau gazeuse. Le liquide s'est répandu directement sur sa robe à 2 000 €, mais elle ne l'a même pas remarqué. Cette carte a une limite de 100 000 €. Passez-la encore. Passez-la encore, idiot. Nous l'avons passé 3 fois, madame, a interjeté le directeur général, sa voix devenant ferme et sérieuse. Si vous ne pouvez pas produire de fonds valides tout de suite, je dois vous demander de quitter le salon VIP. Nous avons des clients légitimes qui attendent. Cassian a frénétiquement commencé à vider le contenu de son sac sur la table. Des rouges à lèvres, des poudriers et une poignée de cartes de débit bon marché ont cliqueté sur le verre. Elle a tendu une carte de débit standard au directeur. Essayez celle-ci. Essayez mon compte personnel. C'était un geste pathétique et futile.
J'avais déclenché le gel de tous les biens matrimoniaux, et son compte courant personnel avait à peine de quoi couvrir une course au café, sans parler de 85 000 euros. C'était un vaisseau vide, entièrement soutenu par le sang financier de son frère et de sa belle-sœur. L'autre partie, le parasite mourait rapidement au soleil. Les murmures de ses amis sont devenus plus forts, résonnant dans la pièce silencieuse. Oh mon Dieu, elle est littéralement fauchée. Tu as entendu? Son frère va être arrêté pour fraude. Partons d'ici. C'est tellement vulgaire. Chaque murmure était une lame dentelée coupant l'ego hypertrophié de Cassiane. Elle est restée complètement paralysée au milieu du showroom, serrant sa robe de créateur ruiné. Elle a fixé la Mercedes blanche étincelante, le symbole ultime de sa fausse supériorité s'éloignant maintenant au loin comme un mirage dans le désert. Avec une élégance suprême et imperturbable, j'ai rangé mes papiers dans mon sac, je l'ai fermé et je me suis levé. J'ai lissé les plis de mon manteau de laine. J'ai regardé Cassiane, non plus avec haine, mais avec l'apathie profonde et glaçante que l'on réserve à un animal écrasé sur la route. Qu'est-ce qui ne va pas, Cassie? Limite de crédit atteinte, ai-je demandé, ma voix douce. Pourtant, tout le monde dans la pièce a ressenti la piqûre mortelle de l'insulte. Tu as dit plutôt que je n'avais pas de goût. Tu avais absolument raison. Je n'ai pas le goût de dépenser l'argent des autres pour impressionner désespérément des inconnus. Je ne sais que dépenser l'argent pour lequel je saigne. Cassiane, tremblante physiquement, a pointé un doigt violemment tremblant vers mon visage. Tu m'as piégé. Tu as tout planifié juste pour m'humilier. Personne ne t'a piégé, ai-je répondu, ma voix forgée dans le titane. Tu as grimpé au sommet d'un piédestal entièrement construit sur mon travail. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de le soutenir. Toi et ta mère êtes des sensus sociopathes, et ton frère est un criminel lâche. Ceci est simplement la facture qui arrive à échéance. Je l'ai dépassé, marchant directement vers les portes vitrées de sortie. Le rythme sec de mes talons sur le carrelage était ferme, régulier et victorieux. Je n'ai pas regardé en arrière pour être témoin des conséquences. Je n'avais pas besoin de voir Cassiane s'effondrer dans l'un des fauteuils en cuir, sanglotant hystériquement tandis que le directeur menaçait d'appeler la sécurité. Je n'avais pas besoin de voir ses amis l'abandonner pour commander leur propre VTC. Ce sentiment accablant de triomphe n'était pas né de la malveillance. C'était une justice pure et non altérée. C'était l'exorcisme de mon âme après une possession démoniaque de 10 ans. J'ai alors réalisé que la vengeance la plus dévastatrice qu'une femme civilisée puisse prendre n'est pas de crier ou de lancer des coups. C'est de tenir un miroir impeccable et haute définition à ses agresseurs et de les forcer à regarder leurs propres reflets horribles. Une vérité si laide qu'aucune quantité de vêtements de créateur ou de voitures de luxe ne pourrait jamais la masquer. Tandis que les portes automatiques s'ouvraient, le vent glacial de Paris m'a soufflé au visage, mais une chaleur radieuse et indestructible a fleuri dans ma poitrine. Mon téléphone a vibré profondément dans mon sac. Je savais exactement qui c'était. C'était Thaddée, paniqué, son empire fictif s'effondrant autour de lui. La partie était loin d'être terminée. Les avocats et la police avaient encore leur rôle à jouer. Mais en sortant dans les magnifiques rues animées de la ville, j'ai souri. La victoire ultime était déjà mienne. Échec et mat.